problème est que le gouvernement européen n'applique et contrôle pas à une manière très cohérente leur cadre sur le commerce d'armes. Dans ce cadre, il y a clairement des critères quand on peut plus exporter, quand on doit arrêter ça. Et aucun pays fait vraiment un grand effort de contrôler le transit. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Hans Lamerant, qui est juriste, et ceci dans le cadre d'une nouvelle thématique que BAM aborde autour du drame palestinien. Hans Lamerant, vous êtes donc pacifiste et engagé dans une ONG, on peut dire, oui, qui s'appelle Vredesactie et qui a un pendant francophone qui s'appelle Action pour la paix. Action pour la paix. Expliquez un petit peu ce que vous faites et quelle est votre motivation principale depuis le départ de votre participation à ce groupe d'action. Maintenant, nous travaillons plutôt sur le commerce d'armes. Avant, j'avais travaillé sur les autres sujets comme les armes nucléaires. Un peu le raisonnement général est que l'utilisation de violence, ça donne beaucoup plus de problèmes que ça peut résoudre. Et on voit ça dans beaucoup de domaines, que la coopération donne meilleurs résultats, que tout le monde essaye d'assurer son propre sécurité. C'est une question globale et donc c'est quelque chose qu'on doit résoudre en coopération. C'est ça. Et sur la sécurité, c'est un peu le même. Et il y a des cadres légaux et on voit que tout le monde essaie un peu de faire un business de la commerce d'armes et oublier qu'il y a un cadre à respecter. Bien sûr. Et ça, c'est un peu notre boulot de faire qu'est-ce qui se passe, faire un peu de recherche sur ça et au moment que c'est nécessaire de faire des procédures juridiques pour arrêter le commerce d'armes vers des pays ou vers des conflits. D'accord. Actuellement, c'est particulièrement le commerce d'armes vers Israël qui vous concerne. Et donc, vous avez fait une série d'actions, je pense, récentes par rapport à ça. Oui. Israël, c'est un peu étrange. Déjà en 2009, le gouvernement belge, en consultation avec les différentes régions, ils ont dit nous ne vont plus exporter vers l'Israël quand le destinataire est Israël même. Donc ça veut dire l'armée israélienne. Au moment qu'il y a un autre end-user ou un destinataire final dehors d'Israël, l'exportation est encore possible, mais au moment que c'est vraiment pour Israël même, normalement, ils ne donnent plus la licence. Sous prétexte qu'ils ne respectaient pas les obligations de l'ONU. À ce moment, c'était la première guerre de Gaza. Ah oui. Le conflit, c'est déjà beaucoup plus longtemps, mais à ce moment, le gouvernement a décidé qu'on ne peut plus exporter. En 2009, on a vu des F-16 faire des bombardements dans Gaza et ces F-16 étaient renouvelés dans la Belgique quelques années avant ça. Et cette histoire a donné un peu une raison pour le gouvernement belge de dire qu'on ne va plus exporter. Mais si on voit maintenant, on voit encore qu'il y a beaucoup de choses qui vont à Israël. Et dans l'année passée, on a fait l'effort de montrer ça et de l'arrêter. Par exemple, il était encore de exportation de poudre explosive. Donc c'était PP Clermont, qui est une des entreprises qui produit ça. Et c'est le reste de l'ancien PRB. Donc c'était vraiment une grande production de poudre pour des munitions. D'accord. Le PRB, c'est... Dans les années 80, il était faillite, mais avant ça, c'était comme Even, une des grandes entreprises qui fait la poudre pour la munition. Even, c'était la grande production de fusils et des choses comme ça. Okay. PRB était l'autre entreprise belge qui faisait la poudre pour ça. D'accord. Il reste encore une partie de ça en 2000. Je pense que c'était la dernière année que nous avons les chiffres. Il était le plus grand
source d'Israël pour le poudre. Donc à ce moment, l'histoire, c'est pour les autres destinateurs, n'est pas vraiment très crédible. Donc on a envoyé une mise en demeure avec Amnesty et des autres organisations à la région Wallon pour dire que ça doit arrêter. Ils ont suspendu cette licence. Parce qu'ils avaient trouvé un moyen de détourner, en fait, ils exportaient plus directement vers Israël, mais vers d'autres commanditaires. L'histoire est, ça va à Israël, mais Israël exporte ça à d'autres pays. À ce moment, ça restait autorisé, mais au moment que la plus grande source de cette poudre explosive d'Israël devient cette entreprise, je pense que c'est pas très crédible que c'est seulement pour des autres destinations. Bien sûr. À ce moment, vu que le IMI, donc Israel Military Industries, c'était l'entreprise et aussi le producteur pour toutes les munitions de l'armée israélienne. Et bon, cette poudre explosive, c'est très facile à utiliser pour cette munition, pour donner ça aussi à l'armée israélienne. Donc, pour ça, on a fait cette mise en demeure et la région wallonne a réagi immédiatement avec le suspendre. Donc, c'est clair que ils n'étaient pas très sûrs de leur légalité. Oui. D'accord. Donc, s'ils continuent, Vous allez faire un procès. Oui, c'est ça. Récemment, maintenant, vous êtes intervenu au port d'Anvers, je pense. Oui, on a fait un peu fait la recherche aussi sur le transit. Donc, on fait ça à Anvers. Donc, à ce moment, c'est le bateau de Zim, qui est une compagnie israélienne. Et à l'aéroport de Bierzej, où il y a Challenge Airlines, qui est une compagnie belge-israélienne, donc pour les cargos aériens. Donc, c'est pas pour les passagers. Et on a vu dans les deux cas qu'il était des munitions dans le cargo, par demander des documents sur les choses dangereuses du port, mais aussi d'une administration fédérale. Et ça, vous avez accès à ces documents sur le transport de matières dangereuses. C'est ouvert à tout le monde ou vous devez faire une demande spécifique pour ça? On doit vraiment faire une demande, donc c'est un peu le cadre du accès aux informations environnementales. Par exemple, si nous demandons la licence, on ne la reçoit pas. Mais au moment où on utilise un peu le chemin environnemental, on a plus facile accès à cette info. Parce que la licence est considérée protégée par le droit des affaires, donc c'est plus ou moins... Oui, des choses comme ça, ils font beaucoup plus difficile. Et alors, donc, vous passez par le fait qu'il y a un risque environnemental. Et il y a aussi d'autres administrations qui font ce contrôle. Mais normalement, nous doivent penser que l'administration qui contrôle le commerce d'armes doit savoir ce qui se passe. Et dans le contexte de transit, c'est clair qu'ils ne reçoivent pas cette info d'autres administrations sur qu'est-ce qu'ils passent par le port ou par l'aéroport. Donc c'est un peu étrange que nous, comme ONG, doivent faire le contrôle que cette administration doit faire. Et qu'ils ne font pas. Oui, c'est ça. Donc dans les deux cas, on a aussi, au moment que nous avons eu la documentation, faire une mise en demeure en un cas au niveau fédéral et la région wallonne. Et pour le niveau flamand, on a fait une plainte contre l'entreprise. Parce que dans le décret flamand, ils doivent demander une licence aussi pour cette transit. D'accord. Et ils ne faisaient pas. Donc, et vous avez eu gain de cause alors? Ils ont dû stopper ça? Nous, au moment, il y a une investigation judiciaire. C'est encore en cours. Mais je suppose un peu que l'entreprise ne risque plus de continuer ce transport parce qu'elle risque que cette cargo va être confisquée. On avait eu un cas similaire
quelques années avec des transits pour l'Arabie Saoudite, où on a obtenu l'info à la même manière, fait une plainte. Et à un certain moment, c'était vraiment le douane qui a dit ce bateau, s'il entre, nous doivent confisquer ce cargo, donc ne laisse le plus venir à Anvers. Donc, à ce moment, c'est arrêté. Et vous avez une collaboration avec d'autres groupes du même type pacifiste ailleurs en Europe, parce que j'imagine que si ça ne passe pas à Anvers, ça peut peut-être rentrer à Rotterdam. Et pourquoi est-ce qu'ils doivent passer par l'Europe? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas directement à Israël pour des raisons de carburant, ou pourquoi est-ce qu'ils... Ah oui. Donc pour le vol, oui, c'est parce qu'au moment ils peuvent aller direct, parce que Challenge Airlines fait aussi des vols directs des États-Unis à l'Israël, mais à ce moment, il vient vraiment du base militaire à base militaire, donc c'est cargo seulement militaire. Mais la raison pour utiliser BRC, c'est pour... ils peuvent aller avec une plus grande amont de cargo s'ils font une étape quelque part dans l'Europe pour avoir de fuel. Ok. C'est une question de fuel en fait. Oui. Ouais, ok. Donc on parle ici d'un armement qui vient essentiellement des États-Unis en fait, hein, c'est ça, dans ce cadre. Pour le vol, oui. Pour le bateau, pas, parce que ils font un tour dans l'Europe et c'est probablement de l'Allemagne que ça vient. Ce sont les deux grandes sources des armes pour les Israël, c'est les États-Unis et l'Allemagne. À ce sujet-là, il me semble que le Nicaragua a attaqué donc l'Allemagne pour son trafic d'armes avec Israël, alors que Israël ne respectait pas les droits fondamentaux et les droits de la guerre, etc. Et donc je pense qu'ils ont eu gain de cause, mais ils continuent quand même apparemment à exporter cette procédure est une sorte de procédure urgente, donc ils ne font pas une décision sur le fond. S'ils doivent être des mesures provisoires. Dans ce cas, le Cour international a dit ok, l'Allemagne a un système de contrôle d'exportation et il n'y a plus de nouvelles licences pour cette sorte d'armes de guerre. Donc il n'y a pas une raison pour des mesures provisoires. D'accord. Ça ne veut pas dire que dans le fond, ils vont dire tu ne peux pas exporter. C'est juste spécifiquement pour ce type d'armes-là, oui. À un moment donné. À l'Allemagne, ils font des différenciations dans les exportations et sur la sorte de contrôle. Donc, ils ont les armes vraiment militaires et des autres choses. Et bon, c'est pas très clair, mais la chose que nous avons vue, il était dans ce bateau de munitions. Et bon, sur le contexte ou le décret flamand, c'est clairement du transit des choses militaires et ça doit avoir une licence qui va être refusée au moment qu'ils le demandent. D'accord. Donc, ça, ils ont arrêté. Ça ne veut pas dire que ça peuvent pas continuer. Si l'Allemagne l'autorise, ils peuvent toujours utiliser un autre bateau. C'est ça. Mais il y a cette discussion maintenant dans beaucoup de pays. L'Espagne a interdit des bateaux, Portugal a interdit, mais Malte a aussi interdit un bateau de passer. Donc il y a dans beaucoup de pays des procédures et des discussions politiques similaires. Il y a beaucoup plus de pays maintenant qui interdisent le transit. Ce que vous nous dites en fait en quelque sorte, c'est qu'il y a tout un commerce d'armes qui se passe de manière tout à fait en dehors du droit et en dehors de la légalité et qu'on est à la limite tout le temps. Le problème est que le gouvernement européen n'applique et contrôle pas à une manière très cohérente leur cadre sur le commerce d'armes. Dans ce cadre, il y a clairement des critères quand on ne peut plus exporter, quand on doit arrêter ça. Et aucun pays fait vraiment un grand effort de contrôler le transit. Il y a quelques pays qui maintenant n'autorisent plus des exportations.
Mais c'est même au moment quand on voit ce conflit, je pense c'est pour tout le monde très clair qu'il y a des violations de droits internationaux humanitaires. Mais même dans l'Union européenne, il y a encore des pays qui continuent à exporter à Israël. D'accord. Mais bon, ok, il y a aussi des pays maintenant qui commencent à prendre des mesures et aussi contre le transit. Donc ça devient plus difficile. Bon, c'est une sorte de travail de fourmi quand même que vous faites en fait. Oui. C'est ça, agir. Et donc, que je parlais d'une collaboration possible entre les différents groupes pacifistes, par exemple. Donc, aux Pays-Bas, par exemple, à un autre port comme Rotterdam, j'imagine qu'il y a beaucoup de transit aussi qui passent par là, où les Hollandais sont aussi fort soucieux ou pas de. Parce que vous m'avez expliqué ça, c'est parce qu'une manière de contourner les règlements, c'est d'exporter vers les États-Unis, puisque là, il n'y a pas de problème, et que les États-Unis réexportent vers Israël. C'est ça. Donc ça, il y a encore une bataille à faire dans beaucoup de pays, aussi la Belgique, parce que, par exemple, à Bruxelles, on voit toujours des licences pour des composantes d'avions vers les États-Unis, et en 2002 même vers Israël même. Mm-hmm. À ce moment, cette licence pour Israël, ils ont dit que c'est pas la destination finale n'était pas Israël mais les États-Unis. Mais ils disent toujours c'est Lockheed Martin. Mais Lockheed Martin est l'entreprise qui produit des F-16. C'est pas l'utilisateur final, c'est une armée quelque part qui utilise ces F-16. Bien sûr. Et donc le contrôle doit être fait sur ces armées qui sont les destinataires finaux. Mais les administrations de contrôle ne veulent pas faire ça. Ils disent la dernière étape que nous connaissons, c'est l'entreprise. Donc pour lui, ça c'est le destinataire final. D'accord. Mais c'est encore quelque chose pour faire un peu de combat dans les tribunaux pour assurer qu'il y a vraiment un contrôle sur la destination. Et par ailleurs, j'ai l'impression que aujourd'hui, le conflit en Palestine, disons l'attaque sur la bande de Gaza, sert aussi de terrain d'expérimentation pour des nouvelles armes, on va dire, et surtout de nouvelles technologies. À ce niveau-là, il y a aussi un boycott possible ou pas, parce que c'est quand même beaucoup de l'intelligence artificielle, la robotisation à l'extrême, avec même des robots qui peuvent apparemment maintenant avoir une certaine latitude de décision en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de décision humaine dans certains cas, d'ouvrir le feu ou pas. Est-ce que là aussi il y a... parce que là c'est clairement la guerre de demain, qui est aussi testée, je pense, dans la guerre Ukraine-Russie. Est-ce que ça, c'est pas encore une menace supplémentaire et plus difficile encore à contrecarrer Il y a il y a beaucoup de raisons pour faire aussi des débats politiques sur ça, parce que notre industrie de défense fait beaucoup de collaboration avec l'industrie israélienne. Donc, sur le drone, sur cette chose automatisée, aussi l'armée belge achète des choses à Israël. Et on peut se demander la même question. Est-ce que dans toute cette idée de business and human rights, tu dois voir s'il y a des violations de droits humains dans votre supply chain, donc la chaîne de approvisionnement, et assurer qu'il n'y a plus de cette sorte de violation de droits humains. Donc on peut demander, est-ce que nous devons collaborer avec cette industrie israélienne et même achète des armes là-bas quand c'est vraiment utilisé ou testé dans un contexte avec beaucoup de violations de droits humains. Oui, de droits humains, droits humanitaires. Parce qu'Israël est à la pointe, en fait, avec les États-Unis à ce niveau-là, je pense. Oui, quand on voit, par exemple, sur le drone, Israël était vraiment innovateur sur l'utilisation, mais
pas dans le contexte de faire beaucoup de violations de droits humanitaires avec cette stratégie d'utilisation. Toutes les idées de targeted killing, ils sont développées par l'armée israélienne à Gaza déjà des années. Obama a utilisé ça aussi après dans Pakistan, Afghanistan, Yémen. Donc l'idée de faire des intelligence et au moment qu'on a un peu des cibles liées aussi à une terroriste, on fait une attaque avec un drone. Mais c'est un peu le même qu'Israël fait maintenant, mais dans une escale beaucoup plus large. Donc ils ont vraiment fait un inventoire de population gazienne et tout le monde qui est plus ou moins lié avec Hamas. J'ai vu qu'il y avait plus de 30 000 personnes qui avaient été classifiées comme ça. Oui, donc c'est vraiment la même sorte de classification au moment que maintenant Facebook il fait de vous un cible pour les avertissements sur base de votre comportement. Mais dans le contexte de Gaza, tu deviens un cible vraiment pour une bombe. D'accord, mais la personne n'est pas au courant. Non, c'est ça. Et au moment que tu es lié dans beaucoup de manières avec Hamas, mais ça peut être que tu es dans le même groupe d'information, par exemple Signal Group. Bien sûr. Tu es très vite... Oui, Hamas fait aussi l'administration civile dans Gaza. C'est pas que tout le monde est... terroriste, quoi. C'est ça. Et aussi, dans le Liban, maintenant, à Hezbollah, ils bombent des hôpitaux ou des postes médicaux qui sont liés avec Hezbollah. Mais là-bas, il y a le même, ils font beaucoup de services sociaux. Et on peut faire toutes sortes de critiques sur ça, mais ce ne sont pas des cibles militaires. Et c'est interdit par le droit de la guerre. Donc, et cette sorte de nouvelle stratégie, c'est vraiment horrible, mais c'est... C'est quasi terroriste, en fait, c'est terroriste. C'est une forme de terrorisme, oui. Et ils ont un programme, si je ne me trompe, qui s'appelle Where is Daddy ou quelque chose comme ça, c'est ça, hein? Oui, il y a, on ne sait pas beaucoup de choses sur ça, mais il y a quelques programmes d'intelligence artificielle qui fait que quand la personne rentre chez elle, à ce moment-là, elle devient vulnérable et on peut envoyer, l'intelligence artificielle décide d'envoyer une bombe et peu importe le nombre de gens qu'il y a autour, on vise la personne qui en a. C'est une raison vraiment illégale. Ça veut dire, ok, on a quelqu'un de Hamas, si c'est vrai, mais ça veut dire que tout le monde de son famille peut être aussi tué. Parce qu'ils font de lui une cible au moment qu'il n'est plus dans un contexte militaire, mais dans un contexte civil, son famille. Et donc, vous m'expliquez donc que cette ONG, Vrai de Zaxi, elle était subventionnée en partie par l'État, c'est-à-dire que vous êtes dépendant un peu de fonds de financement public. Oui. D'accord. Et il y a un peu de financement privé aussi ou il y a des donateurs, mais on a un peu les deux grandes sources, les subsides et la donation. Et je veux dire, est-ce que parfois vous recevez des pressions du fait que vous êtes dépendant financièrement de l'État ou pas du tout? Pas vraiment au moment, mais ça peut changer. Ah oui, d'accord. Ça dépend un peu du contexte politique. Et il y a d'autres organisations qui ont reçu une sorte de contrôle plus approfondi sur le fait qu'ils disent des choses sur ce conflit. Parce que vous touchez aussi à un énorme business. C'est un des plus gros business, le business de l'armement, sans parler du business des ports, d'Anvers ou des aéroports. Ça peut déranger beaucoup de monde, on va dire. Ça, c'est vrai, mais bon, au moment, on n'a pas encore de problèmes comme ça. D'accord. Peut-être c'est le seul avantage de cette régionalisation que dans quelques années, nous avons des procédures devant le Conseil d'État et ça a résultat à suspendre quelques licences de Even Herstal vers l'Arabie Saoudite. Et bon, mais nous ne sommes pas subventionnés par la région wallonne, donc à ce moment on a un peu de distance. C'est ça. Si c'était quelque chose à la région flamande,
peut-être ça va. Il vaut mieux que ce soit vos collègues francophones du coup qui... Bon, nous le faisons ensemble. Ouais, c'est ça. Mais au moment, on n'a pas de pression politique comme ça vers notre ressource. D'accord. Ça reste encore, laisse dire, civilisé ou démocratique. Nous peuvent utiliser des procédures judiciaires et attaquer le gouvernement quand nous pensons qu'ils font des choses qui ne sont pas légaux. D'accord. Parce que alors concrètement, par exemple, pour un bateau que vous avez repéré dans l'illégalité, combien de bateaux du même type transitent, par exemple, au port d'Anvers par semaine ou par mois? Je ne sais pas, vous avez une idée de ça ou... Non, mais Anvers est un des plus grands ports dans l'Europe, donc il y a beaucoup de transit. Et c'est probable qu'il y a encore des transits que nous sommes capables de trouver. D'accord. Les choses que nous faisons, c'est plutôt pour les armes. Beaucoup de pays font le transport sur leur propre drapeau. Ouais. On dit ça. Par exemple, Zim était une compagnie israélienne, Bari était une compagnie d'Arabie Saoudite. Okay. Aussi, les États-Unis utilisent leur propre bateau parce que à ce moment, ils ont la juridiction. Ils sont protégés par la juridiction nationale, en fait. Oui, les autres pays ne peuvent pas vraiment le toucher. Ah bon? Seulement au moment qu'ils entrent le port, il y a une juridiction internationale. Le double l'asile. Donc, au moment qu'un bateau est dans le port d'Anvers, il y a par exemple la juridiction américaine, saoudite, israélienne, mais aussi la juridiction belge. D'accord. Et qui est-ce qui a le dessus alors? Normalement, c'est la juridiction belge? Légalement, on va dire. À ce moment, c'est le douane qui peut intervenir et prendre le cargo. Au moment que le bateau est sur la mer, c'est seulement la juridiction du pays de drapeau. D'accord. Et donc, quand vous avez intercepté ce bateau, par exemple, ça veut dire que la douane est venue faire une vérification. On a vidé ce bateau? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on a reçu cette documentation du transit avant, donc c'est déjà passé. Mais on a utilisé ça pour faire une plainte contre la compagnie. À ce moment, ils savent qu'ils ne peuvent plus entrer. D'accord. Ils avaient utilisé un événement pour empêcher qu'il se reproduise par la suite. C'est ça. D'accord. C'est une des manières possibles peut-être d'atténuer la violence qui se passe là-bas. Vous avez d'autres contacts avec des Palestiniens sur place ou quoi? Ou vous êtes en contact directement avec d'autres endroits dans le monde où les gens souffrent directement de ces injustices et de cette violence? Maintenant, sur la Palestine, c'est plutôt indirect. Avec, par exemple, avant le Yémen, c'était presque impossible. Nous avons eu contact avec une organisation là-bas, Watana, mais sur notre recherche qu'on a fait, c'était fait sur des images. Et on a, avec des images de Houthis, sur leur bataille avec l'armée saoudite. On a vu beaucoup des armes de FN et avec ça, on a localisé cette image et ça a nous donné des preuves que ces armes ont été vraiment présentes dans le Yémen. D'accord. Ah oui, parce que vous faites une recherche sur place pour prouver que les armes ont été transitées par la Belgique ou produites par la Belgique. On ne peut pas aller sur place, mais on peut utiliser les images qui sont faites sur place au moment qu'on peut le localiser. Par exemple, les photos de satellite. Donc on fait le contexte dans ces images et on essaye de le localiser où ça se passe. Parce qu'avec la région Wallon, avant, sur l'Arabie Saoudite, les discussions n'étaient pas ce que Yémen, il y a des violations de droits humanitaires, tout le monde était d'accord avec ça. La discussion était ces unités militaires, est-ce qu'ils étaient présents dans cette guerre ou pas? Et nous, avec cette image, nous avons eu la preuve qu'ils étaient vraiment là-bas. Donc il y avait des armes qui étaient produites par la FN qui étaient sur le combat, qui avaient été utilisées. Ok. Ça, c'était un peu la discussion juridique, laisse dire. D'accord. Et vous êtes combien, plus ou moins, dans votre organisation?
Bah, nous sommes avec 7, mais la recherche, c'est moi. C'est d'accord. Et donc c'est vous qui fouillez toutes les informations sans arrêt pour essayer de trouver des manières d'agir, quoi. Oui. D'accord. Bah, on collabore avec d'autres organisations aussi, mais sur le commerce d'armes à la Belgique, je fais ça un peu seul. D'accord. Bah, il y a aussi, par exemple, Amnesty fait aussi son boulot et donc on travaille ensemble. Et dans l'autre pays, on a un peu un réseau de chercheurs. J'espère que vous ne deviendrez pas une target, hein. On peut toujours remplacer des personnes. Donc c'est pas, je n'avais pas de peur ou il n'y a pas eu de menaces. De menaces, oui. D'accord. Et donc la plupart de votre travail consiste en quoi? C'est quoi le principal de votre travail concrètement en fait? Tout ce commerce laisse une trace administrative. Et donc je commence toujours avec OK, quelle est la législation? J'essaie un peu de reconstruire cette trace administrative et faire des demandes ou chercher dans des différentes databases, par exemple sur le commerce d'extérieur, et construire un peu une idée, qu'est-ce qui se passe, et essayer de trouver des choses que je peux utiliser comme preuve. Des leviers, quoi. Ouais. Et après ça, c'est le travail aussi légal et politique. Oui, c'est ça. Et là, vous avez des avocats aussi qui vous accompagnent. Oui, alors, quand c'est néerlandais, je le fais moi-même. D'accord. Ah oui, vous faites ça aussi. Francophone, on le fait avec un avocat. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est un travail incroyable. C'est un travail vraiment d'abnégation et de fourmi, comme je disais, hein, pour essayer de débusquer en fait tout ce qui est illégal dans ce commerce d'armes qui sert des intérêts énormes et malheureusement qui crée des victimes horribles sur les terrains, quoi. Évidemment, vous n'êtes pas très connu. Je pense que c'est important de mettre la lumière sur ce que vous faites. Et que peu de gens connaissent en fait cette action qui existe et souvent on se demande comment pouvoir agir à part manifester dans la rue dont on sait que ça ne sert pas à grand chose sauf à rassembler des énergies symboliquement, mais là par exemple c'est un travail très concret que vous faites. C'est un peu ça que nous essayons de chercher quels sont notre liens très concrets avec un conflit, parce que ça donne une manière pour être actif ici, pour arrêter. Et OK, de la Belgique, on ne peut pas arrêter le conflit, en gros, mais peuvent au moins arrêter notre aide ou complicité avec tout ça. Par exemple, maintenant, il y a encore Challenge Airlines qui fait cette vol directement. Leurs avions viennent de Liège, sont vraiment basés sur Liège. Il y a encore cette exportation indirecte par les États-Unis à Israël. Donc il y a encore des choses à faire. Mais j'imagine, ça n'arrête pas puisqu'ils doivent tout le temps trouver d'autres manières pour contourner, j'imagine. C'est sans arrêt. Ok. Et donc Challenge Airlines, c'est une compagnie israélienne. Oui. Privée. Privée. Et intéressant aussi est que c'est historiquement la compagnie aérienne qui fait le transport du produits agriculteurs d'Israël vers le Benelux. Donc, mais aussi tous les produits qui viennent du settlement, du colonie dans la Palestine occupée. D'accord. Donc tous ces produits, à mon avis, ils ne peuvent pas entrer le marché européen. Bien sûr. Parce qu'ils sont faits avec des violations de droits humanitaires. Bien sûr. Donc c'est dans le contexte du unfair trade practices. Je connais pas vraiment le... ils font des compétitions avec de manière illégale. Illégale, oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'ils peuvent confisquer des sols, de l'eau de Palestiniens. Bien sûr. Donc c'est un avantage commercial comparé avec d'autres. Concurrence déloyale. C'est ça. Voilà. Donc même dans la concurrence déloyale, tu ne peux pas faire des violations légales pour avoir ton produit sur le marché. Bien sûr. Donc pour cette raison, ça doit même déjà cette importation de produits agriculteurs doivent aussi... De quels produits parle-t-on là? C'est des avocats ou quoi ou des... Il y a
Ça peut venir du pomme de terre vers le date. Ok. Le date, c'est pas le produit le plus grand, mais c'est le produit avec, nous sommes très, ça vient presque tous du colonie. Des territoires occupés. Oui, c'est ça. Avec d'autres produits agricoles, c'est un peu plus difficile pour savoir. D'accord. Mais à BRC, il y a tous les documents douaniers où ils doivent indiquer si ça vient d'Israël ou si ça vient de... Les territoires occupés. Territoire occupé, oui. Et bon, à ce moment, c'est possible de le voir et de l'arrêter aussi. Okay. Mais ce n'est pas fait au moment. D'accord. Et donc ça encore une chose à faire. Une chose à faire. Donc, ma foi, ils font de l'exportation illégale de produits agricoles et après, peut-être ils utilisent les mêmes avions pour partir aux États-Unis. Oui, c'est ça. Pour remplir avec des explosifs ou de l'armement qui, après, des États-Unis, va retourner en Israël. Au moment qu'on laisse tout le cargo qui est lié à cette activité illégale, ils n'ont pas beaucoup plus d'activité. Donc, Challenge Airlines est pour nous vraiment quelque chose à contrôler, à cibler. Et ça veut dire que c'est une compagnie qui a combien d'avions 7, je pense. 7 seulement. Oui, c'est pas une grande compagnie qui fait beaucoup de lignes passagers. C'est seulement... Uniquement de la marchandise. Oui, c'est ça. Du cargo. Mais c'est des gros cargos, j'imagine. Oui, ce sont des Boeing, donc... C'est ça. Ok. Bon ben voilà, c'est très précis. Merci beaucoup pour votre venue chez BAM et j'espère que ça va éclairer un peu nos spectateurs et nos auditeurs sur ce qui se passe en Belgique lié à ce conflit palestinien et sur votre travail et sur l'action que chacun peut toujours essayer d'avoir par rapport à ces conflits, à ces horreurs qui se passent par rapport au non-respect des droits de l'homme fondamentaux. Merci beaucoup pour votre venue. Ok. Au revoir. Bameuses, Bameurs, n'oubliez pas non plus que nous sommes toujours dans notre crowdfunding et que pour le moment nous continuons évidemment plus que jamais à faire des vidéos, à essayer de vous informer différemment, mais pour ça nous avons besoin de votre soutien parce que nous sommes bénévoles et que plus que jamais on a besoin de finances pour être indépendants et donc soutenez-nous si vous le pouvez. Merci. Il faut savoir que cela fait 1 an d'efforts pour organiser une manifestation en faveur de la Palestine. Et il a fallu 1 an et toute notre détermination pour faire plier les autorités et pouvoir manifester comme ailleurs pour la Palestine. Nous sommes ici à Liège pour exiger des autorités belges et européennes qu'elles prennent enfin des mesures et des engagements concrets afin d'obtenir un cessez-le-feu permanent et des retraits des troupes israéliennes de Gaza et du Liban. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens. Nous voulons des sanctions contre le régime israélien génocidaire. Nous exigeons un boycott économique, diplomatique, culturel, académique et sportif d'Israël. Et nous demandons surtout le retour de tous les réfugiés palestiniens dans une Palestine libre et indépendante. Vive la Palestine libre et vive le Liban vive. احنا رب الحرية احنا رب الحرية اسلام ومسيحية اسلام ومسيحية فيفا فيفا بالستينا فيفا فيفا بالستينا Free Palestine Free Palestine
enfants de Palestine.